Place maintenant à notre seconde polémique. En 2015, 80 millions d'Européens souffraient d'un handicap, soit 15% de la population. Vous l'aviez remarqué? Eh bien non, justement. Et c'est là le problème. Ils sont souvent invisibles aux autres, les valides. Ils sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils ont du mal à bouger puisque les transports en commun sont mal adaptés. Ils ont du mal à trouver un travail. Alors pourquoi les handicapés, ou plus précisément les personnes handicapées, sont-elles toujours discriminées, notamment en France? J'ai rendez-vous avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État française chargée des personnes handicapées. Sophie Cluzel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Vous avez un master de commerce. Vous avez également dirigé un chantier naval en Floride, c'est ça? Oui. À un moment donné, il vous arrive quelque chose dans votre vie. Vous avez 4 enfants et il y a un de vos enfants qui est victime de trisomie 21, qui est touché par cette maladie et ça bouleverse votre vie. Alors d'abord, il n'est pas victime. Elle est née avec une trisomie 21. Ouais. C'est ainsi. Donc oui, j'ai arrêté ma carrière parce que l'enjeu de la stimulation et de la prise en charge précoce et de l'éducation était vraiment très, très important. Et c'est là que j'ai démarré une nouvelle vie, une vie associative. Et pendant 20 ans, j'ai porté le combat militant pour faire toute leur place aux enfants à l'école, d'abord en crèche, à l'école, et puis maintenant en insertion professionnelle. La société française, elle a énormément de progrès à faire. Il y a un rapport qui a été conduit par l'ONU. J'ai les observations préliminaires que vous avez vues vous-même en octobre 2017, qui sont très sévères pour la France. Alors très sévère, non, parce qu'elle fait état quand même des progrès, d'une politique qui est généreuse financièrement, c'est Oui. rien à dire. On est vraiment... C'est 44 milliards d'euros Exactement. pour la France. En revanche, une mauvaise efficience de la politique, parce qu'un ressenti des personnes qui n'est pas à la hauteur justement des enjeux financiers qui sont posés sur la table. D'abord, les transports. Depuis 2015, on devait avoir des transports accessibles à tous les handicapés. On voit que c'est pas vrai. Tout simplement parce qu'il y a des grosses difficultés sur le métro parisien. Les tramways, les lignes de bus sont accessibles. Il y a eu un énorme effort de fait. Nous, ce que l'on veut, c'est une accessibilité universelle. C'est-à-dire que, par exemple, les conducteurs de bus soient formés à accueillir une personne avec un handicap mental, avec un handicap sensoriel, une surdité, un problème visuel. On a vraiment un énorme effort à faire pour une accessibilité universelle. Et je lis ce rapport, on nous parle de libertés individuelles qui ne sont pas respectées en France pour les personnes handicapées, des droits juridiques, c'est-à-dire qu'on enferme des gens contre leur volonté, et que globalement, les personnes handicapées sont vues comme des objets de soins. Et non pas comme des sujets de droit. Et non pas comme des sujets de... Vous avez lu ça pour vous, vous comprenez? C'est un des grands enjeux de ma mission, c'est de simplifier l'accès aux droits des personnes handicapées. Ça, c'est vraiment indispensable. La France veut soigner et ne veut pas, en fait, accepter ces personnes comme des personnes entières. Entières, ordinaires, en capacité de pouvoir vivre, mais parce qu'elles ont besoin aussi, sans dénier leur besoin d'accompagnement. Et donc, il faut qu'on transforme notre offre médico-sociale, il faut qu'on désinstitutionnalise en accompagnant. Aujourd'hui, des familles m'écrivent en disant « Nous voudrions des places dans les établissements ». Je leur dis « Une autre façon de vivre est possible en faisant sortir les professionnels des établissements, en travaillant sur l'environnement, en disant aux Français, ils ne sont pas différents de vous, ils ont les mêmes envies. Comment on fait ça? Parce que c'est le regard des autres. Oui, déjà, il faut faire circuler la personne. Pour pouvoir le regarder, il faut qu'elle existe, il faut qu'on la voie. C'est par exemple challenger les médias pour avoir des personnes handicapées au journal de 20 heures, en tant que reporter handicapé, avec ses capacités de faire peut-être différemment, mais de faire, et son envie surtout. Alors, on va parler du travail. Les personnes sont particulièrement discriminées sur leur lieu de travail. Nous sommes allés à la SNCF, nous avons rencontré des salariés. On se revoit tout de suite après ça. Arnaud Polony est entré à la SNCF il y a 12 ans. Il a gravi les échelons jusqu'à obtenir un poste à responsabilité où il encadrait 1000 personnes. Mais il y a 3 ans, on lui diagnostique une maladie psychique. Il obtient le statut de travailleur handicapé et change de poste. Les médecins lui prescrivent 3 jours de télétravail par semaine. Tout se passe bien pendant 6 mois, jusqu'à ce que la direction décide de tout remettre en question. Vous voulez rester, c'est ça? Parce que ça vous convient?
Pendant les 6 mois où j'ai tenu ce poste dans les conditions requises par la médecine du travail, tout le monde a vu que le travail était fait correctement, mais surtout, le corps médical a vu que mon état de santé s'améliorait. Et par conséquent, je souhaite travailler dans des conditions pérennes et dans de bonnes conditions surtout. L'inspection du travail qui est de votre côté, et votre syndicat vous dit d'attaquer au prud'homme. Tout à fait. Les syndicats et l'inspection du travail me préconisent une action au prud'homme pour discrimination envers travailleurs handicapés. Arnaud Polony est soutenu par le syndicat Sudrail, qui a pas mal de choses à reprocher à la direction de la SNCF sur la question des travailleurs handicapés. La SNCF, depuis des années, se targue de mettre des budgets en place. Or, aujourd'hui, de plus en plus de personnes vous disent moi, j'ai un handicap, la SNCF me traite mal à cause de ça, m'a mis de côté, m'a mis dans des établissements où je dois attendre des missions pour travailler, alors qu'avant, j'avais un vrai poste, et voilà. Par exemple, le sujet du salaire. On se rend compte, au fur et à mesure de la carrière, que le travailleur handicapé se retrouve avec entre 10 et 15% de salaire en moins. Vous avez fait une action de groupe, hein, c'est une espèce de manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous leur demandons qu'on se réunisse, qu'on discute du cas des travailleurs handicapés pour trouver des solutions. La SNCF a 6 à 9 mois pour mettre en place un plan d'action. Si à la fin de ce plan d'action, nous, on considère que la SNCF ne fait pas d'efforts, que la SNCF n'a pas fait le travail, il y a une deuxième partie judiciaire, où là, dans ce cas-là, on attaque la SNCF pour discrimination. Sur cette question des travailleurs handicapés, la SNCF se présente pourtant comme vertueuse. Qu'est-ce que vous dites quand le syndicat Sud dit qu'il y a discrimination au sein de la SNCF? Je dis non, il n'y a pas de discrimination. Nous avons évolué en termes de taux d'emploi, puisqu'en 2008, nous étions à 2,85% et maintenant nous sommes à 4,52%, soit 6 728 travailleurs en situation de handicap. Vous êtes en dessous du quota, hein, qui est à 6%. On est encore en dessous du quota des 6%, on est dans la moyenne. Ce que dit le syndicat Sud, c'est que les gens qui sont handicapés n'osent pas le déclarer. Parce qu'ils pensent qu'ils vont être discriminés à la fois pour l'avancement, pour le salaire quelquefois, et pour aussi la considération. Alors, certains le pensent, oui, et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. C'est la société française. Le regard sur le handicap doit encore beaucoup évoluer dans la société française. Chez vous, vous l'avez repéré, oui ou non? Nous avons un réseau d'une trentaine de personnes, des correspondants handicap et emploi, qui sont là pour les entendre sur leurs problématiques, les orienter éventuellement aussi vers des services médicaux ou d'autres aides. Donc nous sommes très actifs sur le sujet, même s'il faut toujours progresser. Ce syndicat Sud dit qu'il y a effectivement discrimination. Ils ont même lancé une action de groupe contre la SNCF en disant les salariés ont peur de déclarer leur handicap. 80% des handicaps sont invisibles aujourd'hui. C'est bien ça la problématique. Comment ça? Vous en avez 2% en fauteuil roulant, vous avez 5-6% en auditif, en handicap sensoriel. 80% sont invisibles. Une sclérose en plaques, une maladie invalidante, ça fait partie des handicaps qui sont invisibles. Donc, une personne est totalement libre du choix de dire ou non à son employeur qu'elle est handicapée. Certaines personnes ont intérêt à le dire parce qu'elles ont besoin d'adapter leur poste de travail, d'adapter leur rythme de travail. La loi prévoit un minimum de 6% de personnes handicapées pour toute entreprise en France. On en est loin. On est dans le privé à 3,3% et on est dans le public un peu plus à 5,1%. Et donc, les patrons et même les entreprises publiques préfèrent payer des amendes. Hein, les amendes, c'est quand même quelque chose. C'est 400 millions pour le privé en 2016 et c'est 130 millions pour le public. C'est en effet une politique de quotas qui a été mise en place depuis 30 ans, avec la loi de 87. On voit bien que ce n'est pas satisfaisant. Ça, c'est vrai. Le constat est général. Donc, il faut qu'on aille vers peut-être quelque chose de beaucoup plus incitatif que coercitif. D'où l'intérêt de développer l'emploi accompagné, le job coaching. C'est de permettre d'avoir des services d'emploi accompagné qui accompagnent la personne handicapée à l'emploi et dans l'emploi, qui permet de rassurer l'entreprise sur le fait qu'elle n'est pas toute seule si elle a un souci justement de baisse de régime de la personne parce qu'il y a des adaptations à faire. On a lancé l'expérimentation et puis dans 6 mois, 1 an, on va pouvoir faire une évaluation de cette expérimentation. Mais pourquoi les politiques ne s'occupent pas de cette question réellement? Il y a des centaines de milliards d'euros, je crois que c'est plus de 400 milliards d'euros par an en Europe, 44 milliards d'euros en France, et pourtant ça n'avance pas vraiment. C'est une vieille Europe qui a vu la personne comme un être fragile à protéger. Or, ce n'est pas ça que veulent les personnes handicapées maintenant. Elles veulent une émancipation sociale, elles veulent vivre comme les autres. On a trop longtemps parlé à leur place.
On va aller en Europe parce qu'il y a des enseignements à tirer. Nous, on a des correspondants. On se retrouve tout de suite après. C'est à la société de s'adapter aux personnes handicapées et non l'inverse. Telle est la philosophie suédoise. 1,5 million de personnes souffrent d'un handicap, mais elles ne bénéficient d'aucun quota. Elles jouissent exactement des mêmes droits que leurs concitoyens valides, soit les droits de se déplacer, de travailler, d'étudier, que l'État doit leur garantir. En conséquence, toute une batterie de lois a été mise en place par les gouvernements successifs depuis les années 90. Les citoyens handicapés ont ainsi droit à des assistants médicaux à domicile, à des prêts pour aménager leur lieu de vie et à des transports publics adaptés. Résultat, 62% des handicapés en âge de travailler sont employés, l'un des taux les plus élevés d'Europe, et Stockholm est régulièrement désignée comme la ville européenne la plus accessible. Le 4 décembre devait être une date historique pour les 3,85 millions d'handicapés espagnols. Tous les bâtiments résidentiels devaient être aménagés pour devenir accessibles. Mais pour l'instant, seuls 23% remplissent les critères définis par la loi de 2013. Un exemple parmi d'autres d'une Espagne velléitaire dans sa politique envers les handicapés. Si les lois imposent une égalité de traitement et un quota en entreprise, moins d'un handicapé sur 3 a un travail pour un salaire en moyenne 15% inférieur. La politique d'austérité du gouvernement Rajoy a aussi durement touché les allocations liées au handicap. Alors l'Espagne compte sur l'une des associations d'handicapés les plus puissantes d'Europe, la ONCE. Créée sous Franco et dédiée aux aveugles, elle a un quasi-monopole sur la loterie espagnole. Elle finance avec son milliard d'euros de revenus des formations, des emplois et des programmes d'insertion. On écoute l'expérience en Suède alors qu'il n'y a pas de législation qui force les patrons à embaucher des personnes handicapées. Ils sont les meilleurs en Europe, donc ça ne sert à rien de forcer. C'est incitatif plutôt que coercitif. C'est aussi une culture handicap. La Suède, depuis très longtemps, elle n'a pas voulu mettre d'argent dans des établissements, dans des institutions, payer des murs. Non, elle préfère compenser directement à la personne, ce qui fait que cette personne est inclue depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous tirez de deux exemples européens? Comment on doit changer notre regard? Par exemple, j'aimerais pouvoir instituer le Duo Day. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, vous, en tant que journaliste, vous allez avoir une personne handicapée qui va vous accompagner toute la journée, qui va être visible. Le président de la République, les ministres, le chef d'établissement d'un collège, le boulanger. Tout le monde. La société civile dans sa globalité, une journée, le 26 avril, va travailler avec une personne handicapée pour qu'il y ait cette rencontre. D'accord. Voilà, ça se fait ailleurs en Europe. Ça se fait ailleurs en Europe. Ce sont nos amis belges, irlandais qui le portent depuis longtemps. Moi, j'aimerais le généraliser en France. C'est peut-être une journée vitrine, mais au moins c'est une journée de rencontre. D'accord. Après, on a un formidable vecteur pour changer le regard, c'est l'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui. On va travailler à montrer des bénévoles en situation de handicap qui vont accompagner les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis surtout, on va avoir une couverture médiatique formidable qui va montrer des athlètes paralympiques qui font rêver tout le monde. Donc voilà, des possibilités de changer le regard. Donc vous y croyez? Bien sûr que j'y crois. Je vous remercie. Merci madame.